Oui, bonsoir à toutes et à tous. Alors je constate en effet ce document et la densité des propositions qui ont été formulées. L'effort également qui traduit ici de s'engager activement sur ce sujet qui est délicat, complexe de l'adaptation aux problèmes de changement anthropique du climat. Et je souhaitais évidemment souligner aussi le travail qui a été réalisé par les services, qui est conséquent, et du coup par notre vice-présidente pour y parvenir. Je souhaitais néanmoins vous partager donc 3 réactions qui me semblent utiles pour le débat et surtout pour participer à la mise en œuvre de solutions pour faire face aux problèmes climat dans un esprit démocratique, parce que je crois qu'on n'en est plus à nous convaincre, mais bien de mettre en œuvre des solutions rapidement. Le premier point, le plus formel, qu'on peut considérer peut-être un peu anecdotique, porte sur l'usage du changement climatique au singulier dans le document. Moi, je serais personnellement assez favorable au pluriel, notamment au regard de la pluralité des impacts des changements climatiques. Mais nous pourrions aussi nous accorder sur la question de dérèglement climatique en cohérence avec la loi. Donc c'est une question, là, pourquoi avoir choisi le singulier finalement, qui ne traduit pas vraiment la réalité ni législative, ni de nos impacts. Ma seconde réaction sur le fond porte sur la stratégie qui est proposée, qui nous laisse un peu sur notre faim, pour être honnête, à la fois en termes de décision politique comme en termes d'atterrissage concret. En termes de décision politique, tout d'abord, je m'attendais à ce que ce plan d'action nous amène à définir collectivement la ligne de partage entre ce que nous souhaitons maintenir sur notre territoire et ce que nous sommes prêts à adapter. Il y a un économiste français, Olivier Godard, qui disait déjà ça il y a plus d'une dizaine d'années. Et c'est là sur quoi, à mon sens, la décision politique devrait porter, plus que sur des considérations techniques qui sont bien évidemment nécessaires, mais sur lesquelles, nous, notre rôle en tant qu'élus, est moindre, dans le sens où les solutions techniques peuvent exister. Concrètement, c'est que voulons-nous garder absolument sur notre territoire, qui devra alors faire l'objet de mesures de protection, ou tout du moins jusqu'à un certain coût, puisqu'on sait qu'aussi on ne pourra pas forcément tout garder à n'importe quel prix. Et de l'autre côté, qu'est-ce que nous acceptons plus ou moins facilement de voir se transformer ou de voir s'adapter? Est-ce qu'on veut absolument maintenir nos paysages maraîchers? Est-ce qu'on accepte de la lavande, des oliviers, des cépages bordelais? Quel niveau de densité de nos espaces urbanisés est-ce qu'on souhaite, dans le contexte actuel de changement climatique, mais également face à l'impératif de préservation des sols, avec l'objectif du zéro artificialisation nette? Ces questions-là, elles sont fondamentales et elles ne sont pas traitées telles quelles, du moins dans ce plan d'adaptation. Quel système de rétention de l'eau acceptons-nous? Alors vous en dites des choses, mais un peu à demi-mot aussi. Quel investissement acceptons-nous encore de supporter, par exemple, en matière de développement économique, qui augmenterait ou maintiendrait notre vulnérabilité climatique? Je n'ai pas vu de réponse à ces questions, ni même de construction, finalement, des conditions d'un tel débat à l'échelle de notre Assemblée. Ensuite, s'il y a de nombreuses propositions, nous regrettons également qu'il n'y ait pas un atterrissage local qui soit audacieux, ambitieux. Je prendrai un exemple. Alors évidemment, l'exercice, il n'est pas facile. Mais donc sur l'axe 1, par exemple, sur la question des ressources naturelles, on a le sentiment que ce plan se cantonne à observer les évolutions de la biodiversité, qui est pourtant complètement appauvrie. Il nous faudrait tout mettre en œuvre aujourd'hui pour réintroduire une plus grande complexité de nos milieux naturels. Or, ce plan d'adaptation n'ouvre pas le débat sur le changement de notre rapport à la nature, ni sur les perspectives d'amélioration du fonctionnement de nos écosystèmes. L'accord Kunming-Montréal, qui a été signé par la France donc en décembre, et notamment par le ministre de l'écologie, prévoit une protection de 30% des espaces naturels. Est-ce que notre plan d'adaptation ne pourrait pas, par exemple, se réaligner sur cet objectif ambitieux? Enfin, sur la définition retenue de l'adaptation. Alors il y a des raisons, vous l'avez dit, ce n'est pas une résignation à la question de l'atténuation. Il peut y avoir des raisons à mettre un focus et un cloisonnement de l'adaptation sur les impacts des changements climatiques. Mais d'autres collectivités font d'autres choix, et notamment la question de l'adaptation aux politiques d'atténuation aurait pu être un élément intéressant à concilier dans ce plan. C'est-à-dire de concilier l'adaptation au changement climatique, aux impacts des changements climatiques, mais également à la sortie des énergies fossiles. Donc évidemment, ça se discute, vous avez donc fait un autre choix, mais il n'en demeure pas moins indispensable de disposer aujourd'hui de stratégies qui sont prêtes, qui sont préparées, ambitieuses face
aux changements majeurs de fonctionnement de notre territoire pour répondre à notre objectif de baisse de 5% des émissions de gaz à effet de serre chaque année. Donc pensez comment fonctionnera Angers-Loire Métropole sous 50 degrés par exemple, oui, mais également comment fonctionnera ALM sans pétrole. Quelle alternative en matière de mobilité avec 3 fois moins de véhicules à moteur thermique, par exemple, en 2030 ? C'est des éléments qui auraient pu être intéressants à intégrer. Et la question, comment les intégrerons-nous, du coup, ou dans ce plan d'action, ou dans un autre plan, mais qui fait également l'objet de la question de la résilience de notre territoire ? Merci.